Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Comme prévu, je vous l'avais dit, les émissions sont un petit peu décalées, là il est 11 h, on n'est pas du tout sur les timings habituels d'enregistrement de ces dernières. Mais ce sera comme ça toute la semaine, il y aura peut-être des jours qui sauteront, donc ne vous en faites pas si vous voyez qu'il n'y a pas d'émission publiée. Voilà, vous inquiétez pas, je ne suis pas mort, tout va bien, c'est juste que j'ai mon petit à la maison et qu'il n'y a pas de nounou, donc il est clairement ma priorité number one, et s'il me laisse du temps pour faire les vidéos, je le fais, s'il me laisse pas de temps, je ne les fais pas. Allez, sinon, donc, on perd pas de temps, on fait direct Bitcoin après un petit tour calendrier économique pour voir ce qui nous attendra cette semaine. Et puis, je réponds à vos questions comme d'habitude. Alors, Bitcoin, donc, voilà, pendant le week-end, comme d'hab, on s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose. Je pense que tout le monde s'attendait à ce que ça baisse. Et moi, je ne suis pas surpris de voir le marché se reprendre. Il revient visiter les niveaux qu'on avait donc parfaitement identifiés, 6510, bim, au point près, ça reflue. On avait donc un peu de volume ici. Ça a donc été un objectif, on va dire, point A, point B, exécuté en quelques heures, pour ne pas dire en ligne droite. Tout simplement, voilà. On a enfin une pattern qui permet d'acheter avec un petit peu plus de confiance, c'est-à-dire une pattern de TP. Donc là, on peut spéculer sur le fait que, en tout cas, les bears sont sortis pour l'instant temporairement en attente de réaction finale sur ce support. Donc là, maintenant, il n'y a plus que deux options. Soit on casse des résistances, soit on reste à plat avant que les vendeurs reprennent la main. On construit donc des prix et un momentum haussier, ça c'est tout à fait bon signe. Ça laisse à penser pour ma part que ce mouvement est amené à se poursuivre sans grande peine. Donc voilà, échec à la cassure donc, du plus bas hebdomadaire au courant de la semaine passée. Je vous rappelle, ce sont ces box que vous voyez là. Donc au courant de la semaine passée, on a tenté l'extraction baissière, raté, et on est venu clôturer plus haut que le cours d'ouverture. C'est-à-dire que le chandelle hebdo, là, c'est une belle mèche basse, mais avec une clôture positive cette fois. C'est pas comme la semaine passée, où là on avait eu une petite mèche basse, mais une clôture négative. Cette fois, on a une clôture positive, on va voir donc ce qu'il en est. On est également sorti du canal de tendance. Ça aussi, c'était à surveiller, c'est fait. Alors évidemment, il y en a plein qui vont nous dire qu'on a fait une structure de ci, cela. Bon, moi, je m'en fous de la structure qu'on a faite pour se retourner. Même si ça prend la forme plutôt d'un double bottom, vous connaissez le Bitcoin, il peut très bien ici latéraliser, vous démonter tout le monde, et puis il n'y a pas de double bottom. Donc voilà, je pense qu'il faut rester très prudent. Encore une fois, moi, je n'ai aucune conviction dans ce marché. Je tiens à le répéter, c'est important, je vais vous argumenter là-dessus parce que c'est vraiment le thème de la semaine et même des semaines à venir. Tout ce qui se passe sur le Bitcoin à compter de maintenant, c'est un peu du bruit. Donc c'est pas maintenant qu'il faut initier des scénarios swing avec beaucoup de conviction, avec des leviers et espérer absolument choper la prochaine tendance. Il y a des potentiels, voilà, comme on avait dit, de retracement qui peuvent tirer jusqu'à 2500 $ de hausse. Il y a des potentiels de poursuite baissière qui peuvent tirer jusqu'à 2500 $ de baisse. Donc oui, il y a des forts potentiels. Maintenant, est-ce que le marché va nécessairement aller chercher ces potentiels? Ça, c'est pas garanti du tout. Pour faire simple, pourquoi on est dans ce merdier? Tout simplement parce qu'il y a toujours beaucoup de spéculateurs à court terme. Ça, on le voit, et moi je le vois à travers les messages qui passent un peu partout. Il y en a un peu moins, il y en a beaucoup qui commencent à partir en vacances. Donc un peu moins de spéculateurs court terme, mais c'est surtout qu'on arrive sur des zones de traitement de long terme. On est sur un support de long terme. Maintenant, je pense que c'est le suivant, un peu plus bas, qui jouera vraiment son rôle. Pour ça que j'achète pas tout de suite, mais que j'ai quand même acheté un petit peu. Et voilà, donc support de long terme, donc on a des investisseurs, des vrais investisseurs. Donc voilà, pour moi, le profil investisseur, c'est celui qui va tenir ses positions. Le profil spéculateur, c'est celui qui s'en fout complet de savoir où on sera dans 3 semaines, qui est juste là pour essayer de grappiller quelques dollars sur des mouvements. Donc voilà, il y a une bataille entre ces deux profils de traders là. Maintenant, la question, c'est de savoir lequel des deux va l'emporter. Voilà. Et évidemment, ça crée du bruit parce que c'est comme ça. Voilà. Donc on est sur ces zones-là. Je vous rappelle encore une fois toujours les éléments techniques que moi je surveille. C'est toujours l'oblique et la médiane du canal daily sur laquelle on est vraiment en train d'osciller. Impossible d'arriver à installer une tendance en dessous de ce truc-là. Ce qui veut dire que pour l'instant, pour moi, les bears n'ont pas non plus le monopole des mouvements. On voit quand même que les prix restent orientés à la baisse. C'est-à-dire que tant que pour moi on ne casse pas cette résistance, il n'y a pas réellement de raison d'imaginer qu'on va cette fois s'extraire durablement de cette oblique pour aller chercher sa pote tout en haut, qui est donc là-haut, le haut de canal. Donc tant qu'on reste là, j'ai envie de dire, on fait mumuse, et puis tant qu'on reste autour de ce truc-là, on glisse, mais on ne décide pas si on va au sud et si on va au nord. Comme c'est un canal baissier, il faut savoir que la neutralité, c'est-à-dire l'oscillation autour de cette médiane, augmente les probabilités baissières. Plus on reste là, plus il y a de chances que ça finisse bear. Maintenant, il va de soi qu'au bout d'un moment, on va probablement, si on n'est pas bear, s'en extraire, et évidemment, il y aura probablement que très peu de pullback, c'est-à-dire que dès qu'on reviendra vers cette zone-là, elle rejettera assez rapidement les cours.
Voilà donc le schéma que j'ai. En condition de validation de ce bottom, la structure reste donc celle qui serait anticipée, c'est-à-dire celle d'un triangle rectangle, pas des plus formidablement propres, mais un triangle rectangle, ce qui veut dire des sous-vagues ABC, ce qui voudrait dire qu'on montrait théoriquement, si on retrace, en 2 sous-vagues, et théoriquement une structure ABC. Si on baisse, on continue de baisser, point barre, et puis probablement donc une structure d'accélération, c'est-à-dire on crée un petit canal à court terme ici, puis d'un coup, bam, sortie baissière du canal. Ce serait donc la prochaine structure potentielle en cas de marché baissier. Donc dans ce cas-là, on aurait ceci, cela, et voilà. Et là, ça voudrait dire retour en partie basse. Ouais. Ça voudrait voir. Ah, maintenant qu'on a ça, moi je pense qu'il faut arrêter. On a un momentum haussier, on a réussi enfin à créer un creux supérieur au précédent et à briser un premier sommet. Il faut se diriger vers les résistances pour montrer un vrai sentiment acheteur. Maintenant, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que ça latéralise, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais attention, il ne faut vraiment pas se rediriger vers la médiane du canal une nouvelle fois. Là, pour moi, ça voudrait dire bas de canal et sortie baissière probablement à venir. Et donc cette fois, on s'extrairait de la grosse médiane du canal daily, mais vraiment par le bas. Sur la partie Ethereum, IOTA, même chose. Je rajoute EOS maintenant en zone de surveillance. C'est vrai qu'il y en a plusieurs qui m'en parlent depuis un bon moment, l'Ethereum chinois, la nanana. Effectivement, je trouve qu'il y a un intérêt par rapport à l'EOS. Donc il se peut que dans mon choix de crypto, EOS soit également de la partie. Donc je le mets en surveillance celui-là. Pour l'instant, j'en possède pas, qu'on soit bien clair. Je n'ai que du IOTA, de l'Ethereum et du Bitcoin, et j'attends qu'on casse des résistances. Mais c'est tout en bas. Voilà, c'est si on suit ma structure, qu'ici on reprend un peu d'euphorie, puis qu'on se repète la gueule, qu'on va chercher les gros supports majeurs. C'est au moment des gros supports majeurs que je ferai le plein complet cette fois. Donc de Bitcoin, Ethereum, IOTA et EOS pour un montant, comme je l'ai dit, entre 10 et 15 000 euros. Ça n'a pas changé, encore une fois. Moi, je ne vous fais pas la soupe qui change toutes les semaines ou tous les jours. C'est toujours le même scénario qui est en cours pour la partie long terme. La partie spéculative, vous le savez, je suis passé à l'achat. Maintenant, j'ai des signaux qui me semblent confirmer des choses beaucoup plus intéressantes. Vous voyez, la dernière fois ici, impossible de valider ce breakout. Cette fois, c'est bon. Le break là, il est bien validé. Donc, j'attends le cycle le cycle bullish qui le confirme et qui pourrait donc nous pousser vers un prochain cycle de TP qui, j'espère, normalement, nous amènera à des cassures de résistance. Donc voilà, j'attends tout simplement une latéralisation. C'est ce que je vous avais mis là. Voilà. Donc on ne vient pas encore chercher le niveau résistant. On se le garde peut-être pour la prochaine vague de hausse. Donc pour l'instant, voilà. Moi, je reste patient. Pas de validation, donc tant qu'on ne va pas au moins chercher la résistance. C'est-à-dire qu'ici, c'est vraiment pas gagné. Ça peut tout à fait se repéter la gueule. Donc ne vous amusez pas à mettre des renforts Bitcoin et compagnie. Les chances sont bien de notre côté cette fois avec ce TP suivi immédiatement par un breakout. Ça montre que les vendeurs sont plus dans le marché. Maintenant, ça ne veut pas dire que les acheteurs sont en toute puissance non plus. C'est à nous de jouer. Maintenant, on va voir si on arrive à abattre nos cartes. Allez, on bouge sur les marchés classiques. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine en termes de calendrier économique? Alors, hop, on va mettre que les grosses. Voilà. Alors... du yen, du chinois, alors les PMI, je pense pas que le marché en ait quoi que ce soit à foutre. Notez du coup demain un jour férié aux États-Unis. Donc aujourd'hui ça peut être intéressant la session américaine et surtout le dernier quart d'heure. Cool. Voilà, alors ça c'est bien, ça va me faire bouger. Donc la Banque centrale d'Australie qui joue à 6h30 mardi. Donc ça intéressant, voilà. Donc demain matin, enfin demain dans la nuit, surveillez donc la partie AUD-NZD. Donc on va aller regarder la AUD-NZD dès aujourd'hui pour se profiler. Ah oui, d'accord. Donc c'est la semaine de l'AUD là. C'est la semaine de l'AUD. Donc là on est bien. Donc la Banque centrale, ça va faire bouger, c'est clair. Et les ventes au détail, ça également, ça peut faire bouger un petit peu. Ah non, 2 jours fériés aux États-Unis. Ah oui, super. Ok, donc ce soir très intéressant. Donc la session européenne américaine va être très intéressante aujourd'hui puisqu'on va avoir un positionnement avant 2 jours fériés. Alors non, ils tradent demain matin, mais ils ont une clôture prématurée à 13h. D'accord. Ok, donc ils auront quand même une. Je comprends pas. 13h heure ici ou 13h chez eux? Bon, faudra voir. Ok. Et ensuite, à GBP, Marc Carnet, jeudi. Ouais, ok. Et donc le NFP en fin de semaine. Donc big day. On va voir ce qu'il en est. Je ne pense pas nécessairement que la thématique de l'emploi soit extrêmement importante maintenant. Mais bon, voilà. On va essayer de surveiller ça quand même, je pense. Ça fait toujours bouger un peu un NFP, mais franchement, je ne pense pas qu'on soit dans un cadre où ce soit le game changer pour l'instant.
Voilà, donc une semaine, surtout j'ai envie de dire intéressante par rapport au jour férié, donc une journée intéressante de trading aujourd'hui pour les Américains qui vont donc se positionner et gérer leurs risques en amont de ces vacances, de ce repos forcé. Donc les futurs codent toujours, il me semble, hein, mais c'est le marché cash qui est fermé. Mais voilà, il faut se dire un truc, c'est que ceux qui interviennent sur le marché cash vont gérer les positions allégées, renforcées en fonction de ce qu'ils pensent. Et on va donc voir la pression qui pourrait se mettre sur les indices. Et pour moi, elle reste baissière. Et ce que j'ai devant les yeux aujourd'hui semble corroborer ce scénario. Allez, on commence immédiatement avec la partie FX. Où on commence les indices. Non, on va commencer par le FX. Alors, l'eurodoll, bon, il continue à nous péter les couilles, mais je pense qu'on se dirige quand même cette fois avec des creux sommets ascendants, donc je m'attends là à simplement un petit pullback, on est sur le support. Je m'attends à ce que l'eurodoll retrouve un petit punch. On voit bien ici la trailline haussière, on revient à la chercher, on est bien à la fin d'une oscillation baissière, ça typiquement, c'est un marché qui va ranger un peu, puis se rediriger vers sa résistance, je pense, et donc se tirer à terme vers la zone des 1,1850, c'est ce qui me semble être la plus probable le plus probable des prochains scénarios. On est bien sur un cycle bear faible, donc là tout indique très franchement que momentum étant haussier, je pense qu'on va sans problème aller tirer, en tout cas en direction de la target, donc je dirais par là, où ici effectivement on avait un peu de volume la semaine dernière. On va faire une petite analyse rapidos en tirant un fixed range pour avoir un peu de précision sur le volume en cours de route. D'accord. Pourquoi il peut pas? Bon, tant pis. Bon, de toute façon, voilà, moi je situe ça à peu près par là, effectivement. Donc je dirais un eurodoll, une petite chance haussière cette semaine. Le GBP, donc on va attendre de voir les réactions de Marc Carnet. Donc GBP extrêmement chiant, ici on avait tout ce qu'il fallait pour marquer un support. Le marché vient juste démonter les stops ici et ensuite on revient. Donc c'est soit vraiment un marché baissier, c'est-à-dire que là on repart ici et là on va accélérer au sud, soit tout simplement ça c'est un piège et derrière on peut gérer son risque sur cet endroit-là. Honnêtement, moi je ne sais pas trop quoi en penser, je préfère être franc avec vous. Le GBP pour l'instant m'emmerde. On n'a pas réussi à glisser sous le support non plus, hein, c'est-à-dire qu'on est venu ici, quoi qu'il arrive, on n'a pas réussi à passer sous ce support, qui normalement est fou, c'est complètement fou. Hein. Ici on a bien un beau double boule. Normalement ce support-là, on n'a pas de raison, aucune raison de le céder. Maintenant, bon voilà, on voit quand même la structure de chandelier en daily, hein, ça donne plutôt envie d'acheter un truc comme ça. Donc moi je reste bien évidemment à l'achat du GBP USD, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça restait un trade spéculatif, donc toujours de la patience. Il va de soi qu'ici, donc je me suis fait chasser quelques stops partiels, donc hein, pas tout simplement parce qu'il y avait quand même un risque ici que ça dérouille. Je vois que ça dérouille pas, donc évidemment j'attends pour le moment patiemment, mais je vais remettre ce levier que j'ai sorti du marché. En perte, hein, encore une fois, je ne cache pas, hein, GBP USD, ça s'est pas bien passé pour l'instant, donc il y a eu des petites pertes pour le moment encaissées, des pertes spéculatives. Il va de soi qu'une fois que le scénario va être validé, ça repartira dans du levier, tout ça bien tranquillement. Donc je surveille pour l'instant le GBP USD, mais j'ai bien tendance à penser qu'ici on a formé un creux par excès, que cette structure en Morningstar est bien là pour permettre la gestion du risque et qu'on peut donc commencer à positionner des stops là-dessous. Donc pour ma part, je sais maintenant où placer mes stops, je vais pouvoir éventuellement reprendre des petits renforts, mais pour l'instant, je n'ai rien à trader en 2 heures. Je vous rappelle que tant que le contexte est passé haussier, d'accord, en tout cas on sait où gérer notre risque sur le contexte daily, il n'y a pour l'instant aucun signal qui permette d'acheter sur l'UT local. Hein. Ici on est bien en bear, donc on attend soit que ça baisse et que ça imprime le TP, soit que ça casse le cycle bear. On est bien ici sur un double bear, puisqu'on a bien une structure divergente et un sine wave baissier. Donc la cassure, par exemple, du cycle bear ici, l'installation d'une clôture au-dessus de 1,32, c'est un signal d'achat. Hein. Je rappelle, double signal d'achat ou cassure d'un double signal de vente, c'est également un signal d'achat. Donc pour l'instant, voilà, moi j'attends que le marché soit vienne dérouiller cette zone-là. Donc vous voyez, je vais mettre une alerte tout de suite au courant de cette semaine. Ici, on voit bien, il y a une zone de faible volume, c'est bien une zone de cassure, donc j'ai bien tendance à penser que si on s'affranchit de cette zone-là, c'est qu'on va venir s'installer dans celle-là ensuite, et très probablement le traverser intégralement. Donc je dirais qu'ensuite, il n'y a pas de TP à faire avant la zone des 1,3426 minimum, et moi je pense qu'on peut même essayer de s'affranchir de celle-là et d'aller un petit peu plus haut. On verra ça plus tard, ça dépendra du momentum qu'on aura à la cassure. Il faut déjà que cette cassure se mette en place, ou alors qu'on aille purger les vendeurs une nouvelle fois sur le support. Sur la partie euro-yen, alors ça c'est le merdier, je pense, pour moi cette semaine. Je ne sais pas trop quoi en penser de ce truc là.
Je vous le cache pas, je sais vraiment pas, parce que je pense qu'on peut avoir un euro un peu plus haussier. Maintenant, le yen, c'est difficile à voir. Ça fait partie des scénarios que les Américains font tout pour maintenir sous couvert pour éviter les couvertures et la sortie des capitaux des marchés actions. Mais donc voilà, c'est difficile à lire pour l'instant et l'euro-yen, je préfère rester prudent. C'est-à-dire que je n'en revends pas, soit tant qu'on ne se dirige pas vers la... Alors par contre, on casse ça, je dégomme l'euro-yen et j'y remets direct du levier 4. Mais pour l'instant, j'ai tendance à penser qu'on doit osciller, c'est-à-dire retrouver un petit peu du... voilà, repasser faire une oscillation baissière, refaire une oscillation haussière, et après, je pense que c'est par là qu'il faudra se mettre à vendre. Pour moi, vraiment invalidation si on arrive à repasser au-dessus de cette oblique. Ce qui fait que je pense qu'ici, au mieux, on consolide un peu, on vient juste très marginalement au-dessus du niveau précédent, histoire de quand même faire un nouveau plus haut. Et on va voir ici si on a laissé traîner un peu de volume. On va essayer de voir les zones où c'est intéressant. On a ici qui n'a pas été revisité. Donc ça a été fait, on l'a déjà fait, c'est là où on est. Donc normalement, je m'attends à ce qu'on aille un peu plus haut. Ce qui fait que je m'attendrai à ce niveau de prix, je vous le donne, donc 129,63 à surveiller donc pour un prochain niveau à trader. Donc je dirais, voilà, ici avoir une conso, si possible assez profonde, ce serait quand même bien qu'on revienne à peu près par là. Et puis derrière, hop, une nouvelle petite poussée. Ici, moi, je rechercherai des ventes à nouveau. Et puis il va de soi que derrière, dès qu'on recasse des supports, c'est de nouveau la Bérésina baissière pour ma part. Je reste clairement baissier sur l'euro-yen. Maintenant, bon, bah, il va falloir que ça se mette en place. Allez, la partie USD-Yen ne m'intéresse pas pour l'instant. La UDNZD, donc on indique qu'on en parlait. Bon, bah, de toute façon, c'est toujours bien fort. Par contre, attention, hein, je vois deux pullbacks de suite. On a un premier pullback ici, un deuxième pullback. Ça, donc, c'est probablement une vague 4. Voir si c'est pas même déjà terminé. Donc, attention à la RBNZ. On est quand même proche d'une résistance. On est sur des niveaux de target assez intéressants. Moi j'ai quand même tendance à penser qu'un truc comme ça, il serait peut-être pas débile de commencer à encaisser quelques petits gains sur la partie AUD NZD. Je vais aller regarder combien j'en ai et je vais probablement m'exécuter. Hop, voilà, c'est chose faite, je repars donc à un levier 5, c'est-à-dire j'étais 7, je récupère donc à peu près 25% des bénéfices en cours, sous cette résistance, hein, tout simplement. Alors, je pense sérieusement qu'on la débordera, mais là, comme on a un catalyseur RBNZ, qu'on est sous une résistance, soit le catalyseur permettra le franchissement de la résistance, derrière je rachèterai un pullback sur le support, mais là je préfère, je pense quand même, parce que je suis quand même sur du levier 7, c'est vraiment un peu, ça me semble un peu foufou que de jouer le jour de la RBA, pardon, pas RBNZ, avec un gros levier, ce serait vraiment jouer un peu qui tout double, sachant que je garde quand même un levier 5. Alors c'est un peu moins que 5, hein, mais je crois que c'est 4,5, un truc comme ça. Donc j'ai vraiment sorti 25% de la position. Et donc la question c'est de voir, voilà, je pense qu'on va peut-être avoir des petits pullbacks avec la RBA. Donc en ce sens, je pense que je préfère encaisser des gains, quitte à, je vous dis, remettre ce levier si demain matin je devais me réveiller avec la UDNZD en rocket mode au-dessus des résistances. Ce ne sera pas pour me déplaire, hein, évidemment, plus ça monte, mieux c'est pour moi. Voilà pour la partie Forex. Donc le dollar DXY toujours en train de m'emmerder celui-là, mais je pense, comme je vous dis, hein, tout comme l'eurodoll, on revient ici, on travaille cette petite zone qui sera très probablement résistante et bam, j'estime que derrière on devrait se rediriger vers cette zone-là. Donc je vois toujours quand même une direction plutôt haussière pour l'eurodoll, d'où la raison, je vous dis, de ma patience sur la partie euro-yen. La question sera donc de savoir qui de l'euro ou du yen sera le plus performant, mais je pense qu'on va avoir les deux nécessairement en hausse. Donc pour les vraies grosses tendances sur l'euro-yen, ce ne sera pas pour tout de suite, d'où la nécessité, je pense, de rester patient. Sur la partie action, on va la voir après. Allez, le gold, donc voilà, lui, celui-là, il est toujours en train de péter les couilles à ne plus en pouvoir. Donc je m'attends de toute façon à ce que le dollar se calme, hein. Donc normalement le dollar qui se détend un peu les couilles devrait quand même nous faire du bien sur la partie gold. Maintenant on va voir, hein. Ce truc là pour moi c'est quand même fou.
Je trouve la dynamique du gold complètement folle, hein, surtout que on est vraiment dans des structures de range et pas du tout dans des structures tendancielles. On voit bien ici 1, 2, 3, 4, 5, ce qui nous faisait une belle vague A. Ici, on voit bien la vague B à plat, mais alors vraiment à plat. Hein, c'est-à-dire que normalement, quand on fait un ABC, le point B, il retrace généralement quand même 50% en moyenne. Là, on a retracé 23%, c'est vraiment rien du tout. Donc normalement, en général, dans ces vagues-là, on ne fait pas une vague C à 127. Hein, voilà. Alors ça n'est pas impossible, c'est-à-dire que là, vraiment, faites attention. Dans le cas maxi, c'est-à-dire pour la gestion du risque, c'est-à-dire là où moi, théoriquement, si on déborde ça, il n'y a plus rien de rien à faire sur la partie... sur la partie gold. Mais voilà, théoriquement, la structure pour moi c'est ça, le cadre technique c'est ça. Donc un ABC en daily ici, ça veut dire que bon bah soit on vient ici, on vient chercher la target et ici on repart dans le range. C'est ce que je pense qu'il y a le plus de chances de se produire. C'est pour ça que moi pour l'instant le gold je reste vraiment tranquille. Mais ici on a bien l'oblique de support, c'est-à-dire le bas de canal, c'est-à-dire que vendre ici ce serait complètement crétin. Donc moi j'attends. Si ça va casser le support, il n'y a pas de problème. Comme la target elle est juste en bas, je ne sors pas les achats gold. Je les ai allégés en conséquence. Hein, donc je peux tout à fait tenir un stop à 1200 là, donc il n'y a pas de souci, ça reste dans un scénario très spéculatif. Moi ce qui va m'intéresser c'est le moment où ça échoue sur le gold, et je vous dis pas moi ça va arriver à un moment donné, tout le monde pense que c'est tout lisible, qu'il n'y a pas de souci, que les métaux sont baissiers, que le dollar est hyper fort et que du coup ça peut vraiment pas être intéressant de se positionner sur le gold. Je pense qu'à un moment donné, boum, il y a un truc qui va céder dans le marché, très probablement je pense dans la psychologie des marchés américains, hein. Ça me semble vraiment eux les plus fous. Donc je pense qu'à un bout d'un moment le paradigme va changer aux US, ils vont se dire oh merde, on n'aurait peut-être pas dû acheter autant d'actions, et dans ce cas là je pense qu'ils vont chercher à toute vitesse des couvertures potentielles, en sachant que pour moi le gold là c'est vraiment un candidat tout désigné dans une phase de consolidation du dollar pour être très attractif sur des achats. La question c'est donc est-ce qu'on achète ici en maintenant ce support là et en gardant donc des creux et sommets ascendants? Option numéro 2, on casse juste ce support pour emmerder le monde. Ici, je vois clairement beaucoup de choses à faire dans cette zone-là. Et très franchement, ici, je pense que ça s'achète. Voilà, on verra. Donc, je dirais dans la zone à partir de 1220 et jusqu'à 1200, pour moi, ce sera une zone à acheter sans hésiter sur le gold. Maintenant, déjà d'une, il va falloir qu'on y aille. Et de deux, si ça échoue avant, moi, je n'hésiterai pas à cartoucher. Je vais juste mettre des extensions intermédiaires pour vérifier. Alors, je veux pas du 618, je voudrais du 78,6. Ouais, bon, voilà, on y est à peu près. Donc, franchement, moi, ici, je vois pas de raison de se mettre super bear ici sur le gold. On peut tout à fait, sans problème, voilà, venir travailler ce support-là, y trouver un fort support. Et je vous dis, il manque juste un petit catalyseur pour que tout le pognon arrive sur le gold. Maintenant, pour l'instant, on voit que ce catalyseur, malgré tout, n'arrive pas et que personne n'achète ce marché. J'ai fait un tour quand même sur le silver parce que je pense que lui, il est à prendre en compte. Voilà, rendez-vous compte du truc. Alors là, le silver, je pense qu'on va carrément passer en weekly pour faire l'analyse. Voilà. Dites-vous, ça, ok, pour moi, c'est tout sauf baissier, en fait. Alors, tout le monde pense que c'est bear et compagnie. Je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, ça ne l'est pas. Tout simplement parce que, pour moi, ça, c'est des structures de consolidation. D'accord, on voit bien la structure ici, vague 1, 2, 3, 4, 5 étendues. Là, on est bien dans une vague 5 étendue. Les métaux font typiquement des vagues 5 étendues. Ce qui veut dire qu'ici, on est dans une vague consolidante. On a bien le exit, en plus, qui confirme bien cette structure-là. Donc là, c'est vraiment, pour moi, en hebdomadaire. Hein. Là, on parle d'hebdomadaire. Le silver, donc vous voyez quand on vous dit pression baissière sur les métaux, bullshit. Pour moi, c'est pas baissier les métaux. Au contraire, c'est juste que pour l'instant, les mecs font encore une fois comme ils savent très bien nous faire les derniers mois, c'est-à-dire brouiller les pistes. Mais voilà, moi je préfère être franc. Je pense qu'on est simplement en train de former un triangle consolidant. C'est-à-dire là, on comprime complètement le momentum, mais en fait, on a fait une vague A ici. Là, on est toujours dans une structure consolidante complexe. C'est-à-dire que là, on est en train de faire un truc très bâtard, hein, des structures ABC, enfin des structures de range très complexes avec plusieurs sous-vagues. Voilà, enfin, c'est le merdier. Mais pour moi, la structure, ça reste quand même que ici, on est donc dans une vague A bien impulsive, on la voit, une vague B consolidante, on attend de trouver son bottom, et c'est vague C qui nous amènera probablement au moins sur la résistance à 100%, au pire ici en overlap du précédent support 127. Donc ça dépendra pour moi de l'attrait des métaux à ce moment-là, mais honnêtement sur le silver, que je vais d'ailleurs mettre en surveillance portefeuille, parce que là on est sur la zone où théoriquement ça devient intéressant d'en acheter.
Donc je vais surveiller ça, mais très honnêtement pour moi ça sent la structure de consolidation qui touche à sa fin, et malheureusement je vois plutôt une résultante haussière, mais pour l'instant on voit que les prix baissent, donc c'est très difficile de se positionner acheteur dans ce type de marché là. Donc on va identifier les différents niveaux d'intervention. Donc pour moi il y a bien un support ici et là. Alors attendez, on va le faire en mode hop, fixed range, voilà, tac tac. Allez, dis-moi qu'il y a du volume là-dessus. Voilà. Donc, première zone de volume déjà testée, ça c'est celle qu'on a donc fait. On a déjà testé en support ici. La deuxième, hop, ici, oui, hop, putain, je vais y arriver. Voilà, c'est celle qu'on est en train de tester en ce moment. La prochaine, c'est là, on est déjà dessus. Et la suivante, c'est donc ici. Alors, moi je dirais là, il y a une belle zone de cassure. Vous voyez la zone de faible volume là? Donc, normalement, c'est bien ici qu'on devrait, je pense, trouver quand même notre support. C'est-à-dire qu'en théorie, la zone support, pour moi, elle est vraiment là. Et on arrive dessus. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un silver en support dans un scénario hebdomadaire. Donc support daily dans un scénario hebdomadaire. Il me manque plus qu'une chose, c'est un signal. Je préfère être franc. Là, sine wave ne va pas tarder à passer acheteur. Hein? Donc moi, dès que sine wave là commence à passer acheteur, très clairement, je pense que le momentum, qu'il soit là ou pas, je vais le prendre. Donc j'attends, hein, mais le silver, pour moi, vraiment, ça devient intéressant. Donc je vais mettre d'ailleurs des premières alertes, si on revient chercher les plus hauts des jours précédents. Donc pour le moment, ça reste bear, donc il n'y a pas de... Voilà, on va peut-être aller juste chercher le support ici, sur la partie silver, donc à surveiller. Et le support peut tirer jusqu'à la zone de cassure, hein, on est bien d'accord. On l'a vu l'autre jour dans les émissions Market Profile. Dans ce cas-là, là, la zone support, je vous mets le prix qui a le plus de volume, mais la zone support, normalement, elle s'étire jusqu'au niveau de cassure. Ce qui veut dire que là, normalement, elle est là, en fait, la zone support. Voilà. Elle se situe ici, c'est là que, normalement, les boules trouvent les prix intéressants. Et la question, c'est donc, on va voir, est-ce que ça suffira ou pas? Voilà. Est-ce que ça suffira ou pas? C'est la grande question, mais je pense que dans cette zone bleue, si les prix tiennent ici et donnent n'importe quel signal d'achat, hein, je pense que même, on peut même se contenter d'un 2 heures. Donc là, moi, je dirais en 2 heures, un signal d'achat, ça me suffira pour acheter. Pour l'instant, on voit que ce n'est pas le cas. On a juste glissé sous le cycle TP. On est toujours au-dessus de la target. Donc vous voyez, franchement, moi, ça permet un travail de cette zone-là sans problème. C'est-à-dire que là, il manquerait juste un petit momentum acheteur pour faire le job, puisque là, on ne parvient toujours pas à franchir de résistance. Donc soit effectivement, on revient chercher la résistance, on déborde, et là, c'est un signal acheteur. Soit on vient dans la zone bleue, on trouve un signal de momentum toujours au sein de ce cycle TP, et derrière, ça devrait repartir bullish. Donc moi je dis vraiment patience sur ce truc-là, mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les métaux vont être achetés. Donc à surveiller ce truc-là dans la journée. Donc plutôt cet après-midi, donc sur la séance américaine, pardon, je vais y arriver, me semble être intéressant. Allez, on continue. Côté taux, allez. Donc côté taux, ça se dirige toujours dans le travail de la zone ici. On vient bien chercher au plus bas, mais je pense sans problème que là aussi, au bout d'un moment, ça va repartir à la hausse. Attention, on peut très bien en zone euro avoir des taux à la hausse, d'accord, et un marché fortement baissier. Hein. C'est ce qui serait absolument même normal. Hein. Donc je m'attends quand même à ce qu'au bout d'un moment, en zone euro, on recale un petit peu par rapport aux fondamentaux de sortie de QE de la BCE. Mais voilà, pas encore, patience sur ce scénario-là. Je m'attends. Donc on a un momentum acheteur dans des prix qui pourrait l'être également. Donc, enfin, un momentum qui pourrait s'apparenter à être haussier. Alors le creux, vous voyez qu'ici, il n'arrive pas du tout ici. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la prochaine vague de hausse qui, donc, théoriquement, bam, cassera les résistances. Et pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Bref, c'est une stratégie de trading range ici, hein, c'est-à-dire, voilà, on vient dans la zone de nœud, on vient chercher la zone bleue. Si elle réagit, elle nous amènera tout droit dans la zone rouge. Donc, il ne faut pas vous amuser à faire des TP intermédiaires là et là. Hein. C'est bien une stratégie de range. TP1 à 61, TP2 à 76,4. Et ensuite, on ne cherche pas à comprendre plus que ça. Ça veut dire que ça ramène les taux vers la zone des 0,67, 0,70, qui pour moi semble un strict minimum. Et je m'attends derrière à ce qu'on aille plus loin. Mais dans un premier temps, ça pourrait être un bon objectif. Sur la partie à 10 ans américaine, le scénario est toujours en place. Je vous rappelle que moi, je ne vends pas les taux, je les achète uniquement. Donc pour l'instant, je suis positionné vendeur sur les actions, puisque je pense que le vase communicant va profiter à l'obligataire. Et donc les capitaux vont sortir petit à petit des actions pour aller vers les obligations d'État américaines. Donc je m'attends toujours à une poursuite de la baisse et donc une accélération de cette dernière à venir très probablement dans les prochains jours. Évidemment, il va de soi que plus on va se diriger vers ce support, plus tout le monde va vouloir le voir céder et plus on va avoir des prix assez directionnels.
Donc je m'attends, voilà, sans grande peine, à ce que ce marché obligataire américain prenne une dérouillée. Hein. Donc évidemment, dites-vous bien que les prix des actions vont baisser mécaniquement en même temps. Ça, c'est à noter. Voilà, donc le repo est à 2,25 maintenant. Pour moi, c'est game over. Hein. Donc je vous l'ai dit, on est au-dessus des 2. Donc maintenant, il y a plus de les supports ne sont plus achetables à Wall Street. Sous ces conditions-là. Donc je m'attends à ce que très probablement, soit aujourd'hui, soit demain, on cherche à déclencher des stops sur ces marchés. Les junk bonds sont bien également vendus et sont sur support. Je pense que tous les ingrédients d'un cataclysme américain sont là. Tous les éléments, encore une fois, ne sont pas inventés. Je vous les surveille depuis des semaines et je vous ai dit, si les junk bonds viennent rechercher les supports, si le repo dépasse les 2, c'est terminé pour les actions américaines. Je pense que là, c'est terminé, point barre. Il n'y a plus de raison d'acheter quoi que ce soit à Wall Street. Maintenant, le risque est beaucoup trop grand. On voit que les capitaux commencent à partir dans les zones de faible risque. C'est du fly to safety. C'est clairement, les actions vont en prendre cher. Hein, et particulièrement celles qui ont été surachetées, donc toutes celles que je dégomme actuellement. Le VIX devrait sans grande peine aujourd'hui aller chercher l'objectif, voire le déborder. La question derrière, donc, c'est de voir comment Wall Street va gérer ça. Soit Wall Street gère ça bien, c'est pas trop volatile, on arrive encore à tenir la bête en place. L'option numéro 2, c'est ça dégénère complètement, tout explose, on démonte tous les supports à Wall Street et on fait des journées bien beères, ce qui, pour ma part, ne sera pas pour me déplaire. Encore une fois, moi le VIX ici, je prendrai un profit partiel si je n'ai pas de signaux. Si j'ai des signaux, je sors tout. Si j'ai pas de signaux, je laisse filer le VIX et on peut sans problème éclater vers la zone des 31. Ça me gêne pas du tout. Il n'y a pas de contre-indication à tout ça. On va voir la tronche VIX to VXV. Ouais. Ok. Bon. Ça me donne rien de très intéressant pour l'instant. Donc on va voir, hein, mais on garde encore un peu de place, je pense, pour aller éventuellement chercher donc un support beaucoup plus bas. Donc ça veut dire on aurait de la place pour installer de la volatilité, donc de court terme. Voilà. Alors le Hang Seng, ça n'a pas coté cette nuit. Ah, si peut-être, ou alors non, elle était déjà en place cette cotation si je m'abuse. Voilà. Donc il n'y a toujours pas eu de nouvelle session à Hang Seng. On va regarder sur le Shanghai Composite. Voilà. Bon, eux, ils ont effacé complètement la hausse des derniers jours. Donc c'est bien bear, hein, encore une fois, ça s'effondre. Mais vous voyez la tronche du Shanghai Composite. Honnêtement là, pour acheter ça, faut être chaud. Ils sont en train de démonter tous les supports et je pense qu'ils vont vouloir s'attaquer à celui-là. Ce qui en soi est absolument normal, hein, voilà. Pour revenir, donc revisiter probablement les supports ici à 2400 qui seront probablement un objectif de fin de tendance, 2400, 2300, mais vous voyez que ça laisse encore un beau potentiel baissier et je pense que les Européens, les Américains et les Européens d'ailleurs vont commencer à embrayer dans ce sens. Même chose, côté JPN, ça y est, les supports cèdent, game over sur le JPN. Je ne pense pas que ce soit une structure de consolidation, je pense que c'est une belle vague 3, d'accord, c'est-à-dire vague, consolidation, petite vague 1 qui casse un support, retracement vague 2, impossible de passer au-dessus du point d'origine, bim, vague 3 et grosse accélération à la cassure du support. Donc je ne pense pas que ce soit un ABC, je pense au contraire qu'on est bien sur une structure où ici on va installer une belle tendance. Donc tout indique que ça va merder sur les actions, mais encore une fois, Wall Street, c'est pas encore le cataclysme ce matin. Donc attendez-vous quand même, je pense à une session de flux à Wall Street aujourd'hui, probablement un flux vendeur en amont des 2 jours de repos forcé qui les attendent. Moi évidemment, c'est pas pour me déplaire que tout baisse ce matin. Donc le FTSE, hein, même chose, vous voyez, impossibilité d'arriver à passer au-dessus de l'overlap vague 1. Vous voyez, à chaque fois que ça a essayé en pullback ici, ça a rejeté. Donc je pense qu'on est bien sur une vague 1, 2, 3 de taille équivalente avec un overlap 1-3, ça nous annonce une 5 étendue, c'est-à-dire que moi je reste toujours dans mon schéma baissier sur le FTSE. Et encore une fois, il y en a beaucoup qui ont tortillé du cul dernièrement et qui ont fait passer acheteur, vendeur, acheteur, vendeur. Moi je suis resté vendeur depuis le début et j'ai pas l'intention d'en changer. Je pense qu'on a bien accumulé maintenant sur tous les indices et sur le FTSE notamment. Je pense qu'on va se diriger vers des trucs moches. Hop, pardon. Voilà, donc FTSE, je reste baissier, Nasdaq, même chose, hein, voilà, tous ces trucs-là, pour moi, j'attends maintenant que Wall Street commence à enclencher la baisse. Pour l'instant, voilà, hein, on voit qu'il n'y a pas de... Ça nécessite un décrochage, mais vous voyez que Wall Street, ici, une fois qu'on passe ce support-là, c'est-à-dire celui sur lequel on est, c'est vraiment, pour moi, celui-là ne fera pas son rôle, donc je pense que c'est hop, et clac. Voilà, c'est soit on enclenche à Wall Street, maintenant je pense qu'on peut latéraliser un peu avant. C'est-à-dire, je m'attends bien à ce qu'on fasse une vague 1 ici, une vague 2 à plat, là, celle qu'on est en train de plus ou moins faire. Je vais regarder le schéma en 2 heures.
Ok, bah c'est déjà fait. Donc on a déjà fait la structure de consolidation ici. On a bien une vague 1, d'accord, A, B, C, running flat. Donc ici, je pense qu'on est déjà prêt pour partir pour une vague 3, c'est-à-dire démonter allègrement du support sur Wall Street. Donc voilà, un vague 3 après une consolidation 2 en flat extended, enfin en running flat. Généralement, ça annonce une 3 étendue. Donc je m'attends à ce que la vague 3 ici soit étendue et qu'elle casse des supports. Donc théoriquement, je dirais un truc comme ça à venir à Wall Street, éventuellement, en termes de schéma. Vous voyez, ça nous ferait une vague 3 qui vient ici chercher ce support-là, voir qu'il cède. Donc je dirais, voilà, une 3 ici me semble quand même assez probable. Donc Wall Street s'attend peut-être à des gros décrochages là dans les prochains jours, ou peut-être des gaps. Hein. Voilà, je vous rappelle, dans une vague 3, les gaps sont totalement normaux. Donc dans une vague 3, là, il serait totalement logique qu'on retrouve des gaps maintenant sur les actifs américains. Et donc cette pause de 2 jours là à venir me semble un candidat tout désigné pour faire gaper le cash, c'est-à-dire retrouver notre ami le SPX post-consolidation, ici directement dans 2 jours. Donc vous voyez, je m'attends à de la baisse et dans 2 jours, on vient directement probablement gaper sous ces 10 supports. Donc même chose, hein, je m'attends à ce que la zone euro continue de se faire dézinguer bien proprement. Je ne vois pas pourquoi l'Europe tiendrait ses supports, à moins que Wall Street, pour une raison X ou Y, commence à retrouver du jus. Mais moi, je m'attends à ce que tout le monde se fasse tout simplement dézinguer proprement. Et donc, j'aimerais voir ce yen, notre yen, reprendre des couleurs. Voilà, donc au schéma pour moi cette semaine, surveillez comment se comportent les indices en amont de la pause forcée américaine. Si on perçoit enfin le risque des gaps baissiers qui pourraient se mettre en place durant cette pause, si c'est le cas, on aura une fin de séance bien baissière à Wall Street. On peut très bien avoir une séance neutre, ce qui m'importe c'est qu'on clôture clairement pas en haut, voire si possible qu'on essaie de clôturer tout en bas de la session, ce serait le cas le plus parfait. Voire on installe les tendances aujourd'hui et dans ce cas-là, tout va bien dans le meilleur des mondes pour moi. Ce sera parfait. Donc voilà, sur la partie action, je reste toujours à la vente des mêmes Tesla, Apple, Nvidia, Facebook et Netflix. Ils se sont bien fait dézinguer la semaine dernière et je vois pas de raison que ça se poursuive pas cette semaine. J'attends par contre le décollage de General Electric qui nous a fait un gros pullback, hein, donc attention, je veux absolument pas qu'on clôture ce gap doit rester ouvert. Au pire du pire des cas, on vient clôturer ici la partie overlapping du gap, c'est-à-dire on vient chercher le plus haut du chandelier pour ne pas laisser de traces derrière. C'est pas impossible, mais j'aimerais bien au contraire qu'on ait une force acheteuse très puissante qui force les autres à rentrer en cours de mouvement. Ça, ce serait vraiment pour moi le plus sain pour construire une belle hausse. Ce serait tout simplement que tous ceux qui n'ont pas spéculé en bas, on ne leur propose pas le pullback et on les force à rentrer en cours de mouvement. Ça, ce serait beaucoup plus intéressant pour ma part. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je prends vos questions et puis ensuite, je vous laisse. Alors, que tu plaçais tes stops la nuit dans le stop sur le Bitcoin, et donc je ne comprends pas comment ton stop n'a pas été touché, étant donné que le Bitcoin... Alors attention, quand je dis je place un stop, je ne mets pas un stop à 5800 $, je mets toujours un stop un peu en dessous. Le marché est volatile, donc je ne mets pas un stop immédiatement sur le niveau de prix. Ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà d'une, je vous ai expliqué pourquoi le Bitcoin, il fallait spéculer avec des faibles leviers, pour cette raison-là, parce que vous ne devez pas être en train de calculer combien va vous coûter votre stop au dollar près sur votre max drawdown. Normalement, ici, on sait que le marché est chiant, qu'il est volatile, et en plus de ça, on est contre la tendance majeure. Donc il faut être très large sur les stops, il faut être souple. C'est pas de l'agressivité pure et dure où il faut vraiment placer son stop sous le niveau de prix. Voilà. Là en l'occurrence, vous le faisiez, vous étiez mort. Non, j'étais sous les 5800, très légèrement en dessous. J'étais franchement pas très loin, je vous le cache pas non plus. C'est-à-dire que si ça avait tenté vraiment de passer, je me serais clairement fait dégommer et j'aurais été bien dégoûté. Mais encore une fois, ça n'aurait pas été une perte de ouf. Et très probablement, le lendemain matin, en voyant que j'avais été stoppé tout en bas, j'aurais probablement racheté derrière. Donc en tous les cas, moi, c'est la gestion du risque. Je pense qu'ici, il n'y a pas de risque baissier. Maintenant, attention, les acheteurs ont la main, mais il va falloir qu'ils cassent des résistances pour montrer patte blanche. Mais ta question est pertinente, il n'y a pas de souci. Mais évidemment, quand je te dis je mets un stop sous les 5008, tu vois, je ne mettais pas un stop ici. Sinon, évidemment, le stop est déclenché. Hein, on est bien d'accord. Mettre un stop, ça veut dire qu'on invalide si le niveau est débordé. Hein, voilà. Je l'attendais. Je me demande ce que va se passer ce week-end. Ben voilà, on a la réponse. Merci pour la petite partie crypto. Ok, merci. Et bim, le gros rebond BTC. Super.
Bah, si, moi, je fais clairement partie de ces gens-là. Je ne pense pas du tout qu'on soit sur le bottom. Je pense qu'on est sur un bottom où, évidemment, tout le monde va retrouver de l'euphorie. Et vous savez que ce que j'ai prévu de faire, hein, moi, je vous ai dit, l'euphorie à 8500 $, je la revends. Hein. Donc, y a pas, et j'hésiterai pas une seule seconde. Si j'ai un cadre technique et des signaux qui me permettent de vendre sur la zone des 8005, je vendrai. Hein. Ça, j'hésite pas une seule seconde. Mais pour moi, clairement pas encore le bottom. Alors, je mine de l'ETC en ce moment, depuis l'annonce de Coinbase qui va bientôt intégrer. C'est une bonne idée. Je pense que son prix devrait monter un peu. J'en sais rien. Je suis pas vraiment dans le genre trading technique, moi. Dans l'esprit, je te dirais éventuellement oui, mais j'en sais rien. Vraiment, moi, la partie technique, c'est pas mon domaine. Et nous dire dans une vidéo ce que tu penses de son évolution comparée au BTC. C'est juste par curiosité. Par contre, je ne suis pas un pro de trading. Je mine un peu, écoute régulièrement les conseils. Ok, donc tu es le même cas. ETC, c'est quoi? C'est ça? C'est l'Ethereum classique? J'en sais rien, vous allez me tuer. ETC, c'est ça, c'est l'Ethereum classique, Bitcoin. Donc alors attends. On va le mettre chez qui? Pas Kraken. On va faire Bitfinex. Allez. Donc déjà, moi, il faut savoir que je vous l'ai toujours dit, sur les crosses d'altcoin, alors là, non, j'ai mis ETC, USD. Tu voulais regarder ETC, BTC, je crois, du coup. Voilà, évolution comparée au BTC. Donc on va faire ETC, BTC, même si, attention, je vous l'ai toujours dit, hein, dans les crosses de crypto, évitez d'utiliser Sine Wave, sauf s'il est propre. C'est-à-dire que le premier truc que vous devez faire, c'est regarder. Bon, là, ça va. Sine Wave, il est un peu sale, mais ça va. Vous voyez qu'il arrive quand même à détecter des oscillations. Mais quand vous avez un Sine Wave qui vous fait complètement du bruit, impossible d'utiliser vos indicateurs là-dessus. Hein. Qu'on soit bien d'accord, je vous l'ai toujours dit, ne vous faites surtout pas avoir là-dedans. Que dire en plus, il plante là-dessus. Bon. Alors, en daily, peut-être. Ouais, bon, c'est du bon gros range, hein, voilà. Donc, tu vois qu'il n'y a pas de... Je vois pas d'intérêt à se positionner plus sur l'un que sur l'autre. Et pour l'instant, je serais plutôt acheteur de plus d'Ethereum classique que le BTC. Mais bon, voilà, c'est pas... Tu vois, on est sous résistance, donc encore une fois, si ça passe pas la résistance, là, tu achèterais une résistance, je vois pas l'intérêt. Voilà. Mais moi, après, je recommande pas de jouer ces crosses de devises maintenant. Hein. Voilà, c'est-à-dire, je vois pas l'intérêt de faire de l'arbitrage par rapport au BTC. La question, c'est juste pour ma part de savoir quelle partie de vos fiduciaires vous allez allouer à de la crypto, donc transformation de fiduciaire en crypto, et quelle crypto vous allez acheter. C'est pour ça que moi je compare pas vraiment les cryptos entre elles, j'en sélectionne certaines et je me positionnerai dessus plus tard. Voilà. Allez, hop. Temps pour nous, vive la UDNZB, effectivement, celui-là pour l'instant il fait du bien. Alors j'ai acheté pile seul au niveau de pullback, est-ce qu'on peut considérer que c'est un point C ou A? USDMXN, alors celui-là c'est vrai que j'aurais dû le surveiller. Alors non, par contre attention, non, ça c'est pas terminé, hein. Non. Là en fait tu viens de faire une vague B ici, d'accord, c'est-à-dire là tu viens de faire un B en running flat, donc attention, il faut s'attendre normalement à une vague C, soit très courte, hein, c'est le même cas que ce qu'on a vu sur je sais plus quoi avant là. Mais donc voilà, quand tu as un truc comme ça, là c'est vraiment pas optimum. Enfin, en tout cas dans la structure de prix, là tu es toujours au sein d'une consolidation. Et d'ici tu as une première impulsion, une consolidation. Donc là ça peut consolider encore. Hein. Je n'ai pas dit que le point B était nécessairement trouvé. Mais par contre pour moi acheter c'est plus bas. Et c'est vraiment ici, je dirais sur la zone 19-22 que ça apparaît intéressant, voire ici à 18-75. Mais donc c'est soit tu auras une petite C, tu vois, c'est-à-dire une vague C très courte, plus courte que la vague A, qui s'arrête sur ce support-là. Donc sous condition de signaux, j'ai envie de dire qu'ici c'est achetable. Mais là non, tu n'as qu'une vague de baisse. Tu vois bien l'impulsion baissière, première impulsion baissière, il en manque une. Je pense que c'est la sortie de cette seconde impulsion baissière qui catalysera un achat intéressant. Donc je dirais vraiment pour l'instant, reste patient, ça ne me semble pas être le bon candidat pour un point C, il faut aller plus bas. Donc là si tu as payé, c'est bien, tu as un bon prix si tu as acheté ici. Donc moi je te propose deux options. Là, franchement, si tu as acheté tout en bas, je dirais stop break-even. Comme ça, tu n'es pas emmerdé. Si ça retombe, tout simplement, tu es chassé et tu achèteras le point C plus bas.
Et puis si jamais il se trouve que tu as raison, bah, tu seras tranquille et tu seras dedans. Mais en ayant laissé juste ton stop à break-even, tu ne prends pas le risque de perdre si jamais le point C se trouve là. Maintenant, si tu as un prix qui est moins bon, genre par là, moi je te dirais un truc tout con, tu prends 50%, tu payes ton stop et tu laisses faire le marché. Et effectivement, bah, si ça remonte, tu remettras les 50% que tu as sortis et tu auras ta position simplement bien payée. Mais au moins là, ton stop est payé parce que si ça retombe, tu te prendras une perte sèche qui est dommage. Hein, voilà. Alors que je pense que tu es dans le sens de la tendance, mais par contre, la conso est peut-être pas encore terminée. Voilà, je pense avoir répondu à l'intégralité de vos questions, donc je vous souhaite une bonne semaine. Encore une fois, pas de certitude sur les émissions, ne vous brusquez pas si vous voyez que les émissions n'arrivent pas ou qu'elles arrivent plus tard dans les journées, c'est donc normal, je vous avais prévenu. Même chose en ce qui concerne les délais de réponse à vos questions, que ce soit par mail, sur Discord, partout. Je fais de mon mieux pour gérer ce que je peux, mais voilà, il faut être conscient que je ne peux pas tout faire. Bon bye.